On pourrait se demander si ces politiciens novices, ces jeunes politiciens qui rentrent à la Knesset sans aucune expérience politique ne sont pas tombés des nues parce que vilipender et mettre, je dirais, en question le gouvernement Bennett-Shaked au prétexte que les promesses électorales de Yamina n'ont pas été tenues. En fait, c'est la règle générale dans toutes les démocraties et pas seulement en Israël. Nous retrouvons Richard Darmon pour survoler avec lui la classe politique, la vie politique israélienne. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors ce matin, matinée très mouvementée, qui promet d'être mouvementée, en tout cas à la commission parlementaire de la Knesset, qui doit décider de l'expulsion du député Amichai Shikli du parti Yamina. Oui, tout à fait. À vrai dire, on pourrait qualifier, si on voit les choses d'un petit peu de loin, avec un zoom panoramique, ce cas Shikli, j'allais dire, comme une tempête dans un verre d'eau, d'une certaine manière, dans la mesure où on mesure avoir ses réactions, avoir sa démarche, à suivre sa démarche, ce que j'appellerais l'ego démesuré d'un jeune politicien novice, puisque dans une carrière politique très courte qu'il a entreprise il y a même pas un an, il se trouve effectivement aujourd'hui à un carrefour, puisque ce lundi, comme vous le disiez, la commission des lois de la Knesset va décider s'il est ou non qualifiable de rebelle, auquel cas rebelle par rapport à son parti, sa faction parlementaire, auquel cas il serait exclu et ne pourrait se représenter à la Knesset lors des prochaines élections dans un parti déjà existant. Alors donc, ça c'est l'aspect technique des choses. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que, bon, il a déclaré d'ailleurs hier, je peux créer un nouveau parti politique même si je suis qualifié de rebelle. Et donc, voilà la menace qu'il fait pendre sur le nez, j'allais dire, d'une coalition déjà très, très, très affaiblie. Et il a présenté, pour justifier sa démarche, une liste de 98 promesses électorales qui n'auraient pas été tenues par Bennett et Shaked, les deux leaders de Yamina. Et on pourrait se demander si ce politicien novice, qui fait des muscles depuis d'ailleurs, pas ces derniers mois seulement, mais il avait refusé de voter le budget, c'était déjà mis en marge de Yamina il y a quelques mois. On pourrait se demander si ces politiciens novices, ces jeunes politiciens qui rentrent à la Knesset sans aucune expérience politique, ne sont pas tombés des nues parce que vilipender et mettre, je dirais, en question le gouvernement Bennett-Shaked au prétexte que les promesses électorales de Yamina n'ont pas été tenues. En fait, c'est la règle générale dans toutes les démocraties, et pas seulement en Israël, que les gouvernements et les leaders qui dirigent des majorités, surtout des majorités faibles, ne peuvent pas tenir leurs promesses. Donc, on a l'impression que c'est une démarche à la fois pleine d'ego, de naïveté aussi, et de goût du spectacle, puisque on ne parle que de Shikli. Aujourd'hui, c'est tout de même, ça illustre, si vous voulez, encore une fois, les défaillances du système politique israélien, et surtout que son cas s'ajoute à celui d'Adit Silman, qui avait donc démissionné juste avant Pessah, qui a donc fait passer la coalition Bennett de 61 députés, ce qui n'était déjà pas grand-chose, à 60. Et maintenant, on est dans une situation ubuesque, et si vous voulez, ça risque de durer lors de la prochaine rentrée, j'allais dire, non pas la rentrée parlementaire de septembre, mais la rentrée après le congé de printemps qui aura lieu le 9 mai, donc dans une douzaine de jours. On risque d'avoir à nouveau des remous à cause de ces desiderata, de ces égos extrêmement développés, de jeunes individus qui sont entrés en politique très récemment et qui font pas le poids, pour dire les choses. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement si Amichai Shikli est donc proclamé rebelle au sein d'Yamina? Finalement, ça ne change pas grand-chose au sein de la coalition gouvernementale? Non, parce qu'il y avait déjà, il ne votait pas depuis des mois avec la coalition. On sera toujours à 60 députés comme base de cette coalition. Mais si vous voulez, les commentateurs
explique, et d'ailleurs Bennett lui-même a expliqué qu'il allait pouvoir piloter encore le gouvernement lors de la session d'été, de printemps et d'été, même avec une majorité vacillante, et même si elle devait descendre à 59, ça s'est déjà vu dans les Knesset précédentes. Mais quand même, je voudrais noter, si toujours on essaye d'avoir ce panorama un petit peu, ce zoom arrière, comme on dit au cinéma, qui englobe un peu les phénomènes du moment. Ce que je note, c'est que il y a quelques années, on mettait en relief justement cette défaillance du système politique israélien qui est donc à la proportionnelle intégrale, des élections à proportionnelle intégrale qui font dépendre, si vous voulez, de quelques partis la possibilité de former des coalitions. Et on avait noté que justement, les partis marginaux qui représentaient des secteurs, je dirais, spécifiques de la population israélienne, que ce soit les secteurs religieux, le secteur des russophones, il y a quelques décennies, c'était le lobby des agriculteurs. Ces partis sectoriels étaient des empêcheurs de tourner en rond, puisque effectivement, comme ils devenaient indispensables pour former une coalition de 60 ou plus députés, ils mettaient leurs conditions, notamment lorsqu'on discutait du budget, ils réclamaient des subventions. Alors, ce phénomène qu'on avait déjà noté il y a quelques années, maintenant, il est encore pire, puisque comme il y a une multitude de petits partis, ce ne sont plus simplement des partis qui, disons, font leur chantage, mais ce sont des individus. Et alors, on est dans un cas encore plus terrifiant, parce que ce soit le cas de Silman ou le cas de Chikli, on a affaire à une parcellisation encore pire. Alors, il est vrai que pendant la période d'Oslo, on avait quand même connu ça, puisque justement, comme le processus d'Oslo était minoritaire, les accords d'Oslo pour être passés ont dû être validés par justement 2 députés qui faisaient partie non pas du parti travailliste, mais du lobby des agriculteurs, et on les a achetés à titre individuel. On avait déjà vu ça, mais c'était, disons, lors de batailles politiques de principe, alors qu'ici, c'est simplement, si vous voulez, un positionnement personnel auquel les médias donnent un écho terrible, et qui font qu'aujourd'hui, ce ne sont pas simplement, encore une fois, des partis qui font du chantage, mais des individus. Et on peut dire que on croyait tomber très très bas avec les avatars de ce système parlementaire complètement désuet qui prévaut en Israël. Et en fait, chaque semestre, chaque année, on voit qu'on peut tomber encore plus bas. Alors, on va essayer justement de mesurer en fait les chances de survie de la coalition gouvernementale, parce que l'on approche, après la fête de Pessah, on approche de la rentrée parlementaire qui doit intervenir dans une quinzaine de jours, très exactement. Alors, quelles sont les chances de la coalition de Naftali Bennett et d'Yair Lapid de se maintenir ? Les chances de survie sont peut-être mesurables en quelques semaines, quelques mois, je dirais, pas plus, parce que finalement la principale menace, le parti clé qui permet à cette coalition d'exister encore, c'est le parti Raham, le parti islamiste dirigé par Mansour Abbas. Or, comme peut-être les auditeurs l'ont déjà oublié, comme tout va très vite, pendant la période de Pessah et en raison des violences télécommandées par le Hamas et d'autres groupes comme le djihad islamique de Gaza lié à l'Iran sur le mont du Temple, le parti Ram, qui a critiqué un certain nombre d'attitudes du gouvernement, notamment l'utilisation de la police sur le mont du Temple, eh bien le parti Ram, juste au moment de Pessah, a gelé, comme on dit en hébreu, sa participation à la coalition. Ce qu'il voulait dire, c'était une manière assez ambiguë de dire qu'il ne démissionnait pas du gouvernement parce qu'il tient à y rester pour différentes raisons, mais il avait gelé sa participation à la coalition, ce qui est quand même une épée de Damoclès assez sérieuse qui est toujours pendue sur cette coalition si volatile. Donc, dans les semaines qui viennent, comme il n'est pas du tout évident que les choses se calment sur le mont du Temple, d'après ce qui s'est passé
ce dernier week-end, eh bien là encore, le parti RAM va être, l'attitude du parti RAM va être déterminante. Mais je crois que si on pouvait de notre petite tribune donner un conseil aux dirigeants des principaux partis israéliens, que ce soit ceux de la gauche d'ailleurs, du centre ou de la droite, c'est que dans une situation aussi précaire, il faudrait qu'ils fassent preuve, je dirais, d'un peu d'intrépidité. Alors si on commence rapidement à gauche, justement, l'essentiel, si la présidente du Parti travailliste, Michaeli, comprenait bien la situation, elle devrait tout faire pour justement cajoler, j'allais dire, soutenir le parti RAM, qui a tout de même franchi le Rubicon il y a près d'un an en participant à un gouvernement israélien, enfin en tout cas une coalition israélienne. Bon, il n'est pas officiellement au gouvernement, mais il soutient la coalition gouvernementale, et donc elle devrait le ménager, elle devrait d'une certaine manière conforter sa démarche consistant à vouloir participer donc à une coalition parlementaire, peut-être en tirant la couverture à lui, c'est-à-dire en faisant des chantages sur des réformes propices au secteur arabe, mais à la limite c'est très compréhensible. Donc ça c'est au niveau de la gauche, au niveau du centre. Le personnage clé, je dirais, des partis centristes, évidemment, Yair Lapid, qui a fait preuve de beaucoup de maturité finalement ces derniers mois, à la fois dans son rôle de ministre des Affaires étrangères, mais aussi vice-premier ministre, puisqu'il est censé remplacer Bennett à la rentrée 2023, en août 2023, dans un peu plus d'un an, lequel Bennett a donc quand même navigué avec assez de finesse, à la fois pour mettre en place ce gouvernement, en mettant un peu de côté son ego, et aussi d'une certaine manière en essayant de naviguer entre Lieberman du parti russophone et l'autre parti centriste de gauche qui est le parti bleu et blanc de Benny Gantz. Il a pas mal mené sa barre, mais justement l'inconnu sur laquelle il devrait travailler, c'est justement de réguler ses rapports avec le parti de Lieberman et le parti de Gantz dans les semaines qui viennent pour pouvoir les avoir de son côté et pour pas qu'il y ait de surprise au virage, parce qu'il n'est pas du tout exclu qu'on avait envisagé il y a quelques semaines, juste avant Pessah, dans notre chronique, que Gantz se laisse tenter par un coup pendable, où il rejoindrait un Likoud sans Netanyahou pour pouvoir être enfin Premier ministre, puisque c'est quand même un objectif qu'il a en tête. Et donc, Lapid devrait gouverner, devrait, je dirais, maîtriser bien son centre, si j'ose dire, pour pouvoir espérer éventuellement succéder à Bennett, si le gouvernement Bennett dure jusque en 2023. Je précise d'ailleurs que si le gouvernement devait tomber, on l'a déjà dit, c'est lui, Lapid, qui assumerait l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Donc il y a pas mal, je dirais, c'est chaque jour apportant son lot de nouveautés et de surprises. Lapid devrait avoir de longueurs d'avance pour essayer de se positionner. Enfin, la véritable inconnue, c'est l'attitude de Bennett. Alors Bennett, lui aussi, il gouverne au jour le jour. Il essaye de gérer, d'ailleurs pas très bien, le cas Stillman, qui ce matin a publié dans la presse toute une série de doléances. Regardez jusqu'où on en est arrivé sur la manière dont le Premier ministre Bennett s'est comporté avec elle depuis 15 jours, en la traitant de jeune députée elle aussi, etc. Alors, franchement, on se perd dans des méandres complètement personnels, psychologiques, qui ont rien à voir avec les enjeux, les enjeux nationaux du pays. Et alors Bennett, donc, qui doit gérer les uns et les autres, doit aussi penser, s'il veut ne pas perdre encore deux ou trois députés, c'est le conseil d'ailleurs de plusieurs éditorialistes de la presse nationale ce matin, il devrait proposer d'intégrer, là encore on en arrive à des questions de personnes, mais l'un des députés potentiels démissionnaires, le député Orvar, qui avait présenté un ultimatum avant Pessah en demandant que la construction reprenne en Judée-Samarie et qu'on branche à l'électricité les avant-postes encore illégaux. Il n'y a pas eu de réponse ferme sur ces exigences, mais pour pouvoir neutraliser les démissionnaires potentiels,
qui là coulerait complètement son gouvernement. Je disais tout à l'heure, ça va pouvoir durer des mois, mais peut-être moins que ça, des semaines. Eh bien, Bennett devrait songer à intégrer le dit Orbach dans son gouvernement, avec une prébende qui sera à nouveau un poste ministériel, et puis aussi un ou deux autres démissionnaires potentiels de Yamina qui devraient être traités, je dirais, au petit soin pour ne pas que Yamina sombre complètement dans la vie. Eh bien, Richard, merci beaucoup sur ce survol assez complet de la classe politique, de l'échiquier politique israélien, avec une reprise après la fête de Pessah, donc qui va se faire progressivement au sein du Parlement israélien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.